Défiant tous les dangers, radiation, orages solaires et astéroïdes, les sondes robotisées demeurent à l'avant-garde de l'exploration spatiale. Aujourd'hui, à des millions de kilomètres de la Terre, sur Mars ou sur l'un des satellites de Saturne, des sondes sont peut-être sur le point d'apporter des réponses cruciales à une question récurrente. La vie peut-elle exister ailleurs que sur Terre ? Depuis l'aube de l'exploration spatiale, dans les années 1950, l'homme a envoyé dans le cosmos plus de 200 sondes. Lancées à des millions, voire des centaines de millions de kilomètres de notre planète, ces machines étonnantes constituent les yeux et les oreilles des chercheurs en astrophysique. Capables d'atteindre les confins de l'espace et de se poser sur des planètes lointaines, les sondes nous apportent une vision concrète et précieuse de l'univers grâce aux images et aux échantillons prélevés sur la Lune, les comètes et même le Soleil. Pour y parvenir, des appareils délicats et ultra sophistiqués doivent pouvoir supporter l'accélération brutale du lancement, ainsi que le froid extrême et les violentes radiations qui sévissent dans l'espace. Grâce aux sondes, nous commençons à mieux comprendre les grands principes qui gouvernent notre système solaire. De plus en plus perfectionnées, elles sont aujourd'hui capables d'exploits prodigieux, tels que se poser sur Mars ou sur Titan, le plus grand des satellites de Saturne, afin d'explorer les deux corps du système solaire qui ressemblent le plus à notre planète. Froide, quasiment dépourvue d'atmosphère et balayée par les vents solaires, Mars est pourtant l'une des seules planètes susceptibles de renfermer de l'eau, un ingrédient indispensable à la vie, telle que nous la connaissons. Or, faire en sorte que deux fragiles robots mobiles se posent sans dommage sur le sol martien, après un voyage de plus de 400 millions de kilomètres, constitue une prouesse extraordinaire. Titan, la grande lune de Saturne, est si froide que des rivières de méthane liquide y coulent entre des falaises de glace. Aussi grand que Mars, ce mystérieux corps céleste ressemble beaucoup à ce qu'était la Terre il y a plusieurs milliards d'années. Pour atteindre Titan, au terme d'un voyage de 7 ans, la sonde devra passer la ceinture d'astéroïdes et traverser les dangereux anneaux de Saturne. Sur Mars et sur Titan, les chercheurs espèrent trouver des indices qui nous permettront de répondre un jour à cette question fondamentale. La vie peut-elle apparaître ailleurs que sur notre planète ? Le projet d'envoyer sur Mars 2 robots mobiles, ou rovers, est lancé en 2000 par la NASA. Leur mission ? Explorer la surface de la planète rouge durant 90 jours. Le responsable scientifique de la mission, Steve Squyres, a consacré 16 années de sa vie à ce projet ambitieux. Je n'avais pas la moindre idée des difficultés que nous allions rencontrer. Les enjeux de la mission sont énormes. Peu de temps auparavant, 2 projets ont connu l'échec. Le premier consistait à placer une sonde en orbite autour de la planète, mais l'engin est détruit en passant dans l'atmosphère martienne. La cause ? Une grossière confusion entre mesures anglo-saxonnes et système métrique. Puis, à peine 10 semaines plus tard, une sonde jumelle de la précédente connaît le même sort. Notre mission venait juste après 2 catastrophes, celle de Polar Lander et de Climate Orbiter. La mission confiée à Squyres semble quasiment impossible. Il doit mettre au point et lancer les 2 robots en moins de 3 ans. Nous n'avions pas le choix. La date de lancement était absolument impérative. Les délais sont extrêmement serrés, mais le principal défi est d'ordre technologique. Les robots doivent résister à la violence du lancement, à un voyage de 7 mois et à des accélérations atteignant les 19 000 km/h. Dans l'atmosphère martienne, un système complexe de parachutes parviendra à réduire la vitesse de l'engin à moins de 20 km/h avant qu'il ne rebondisse sur le sol grâce à une enveloppe constituée d'airbags jusqu'à sa complète immobilisation. À ce moment, le caisson protecteur pourra s'ouvrir et la mission du robot commencera. Concevoir et fabriquer 2 robots capables de supporter de telles épreuves constitue un défi majeur.
Mais les ingénieurs disposent d'un avantage appréciable. 3 ans plus tôt, 2 missions ont échoué, mais une troisième, Pathfinder, a été couronnée de succès. Pathfinder était le premier robot mobile à se poser sans dommage sur une autre planète. Il ne s'est pas beaucoup déplacé sur le sol martien, mais suffisamment pour démontrer que la chose était possible. Bien que de taille très supérieure au premier, les 2 nouveaux robots s'en inspirent fortement. Et un nombre croissant d'appareils vient s'ajouter. Une caméra panoramique, des outils géologiques sophistiqués, un microscope et de grands panneaux solaires pour fournir l'énergie nécessaire. Quand on a tenté de caser tout ça sur le rover, on s'est aperçu qu'il dépassait de 10% la capacité de l'atterrisseur. Les ingénieurs sont donc contraints de concevoir une capsule plus grande, capable de contenir le robot. Ensuite, les robots doivent faire la preuve de leur efficacité. Après 2 ans d'un travail acharné, l'équipe peut enfin voir fonctionner l'ensemble pour la première fois. Après de tels efforts, l'instant est chargé d'émotions. Quand le rover complètement assemblé a commencé à s'animer, j'en ai eu les larmes aux yeux. Ça n'est pas mon genre, mais là, j'étais vraiment ému. Voici ce qu'on appelle le bac à sable, appartenant au laboratoire de la NASA en Californie. Il s'agit d'une simulation du sol martien. Pour obtenir les clichés et les échantillons convoités, le robot doit parcourir des kilomètres sur un sol accidenté, jonché de poussière et de roches, par des températures allant jusqu'à moins 125 degrés Celsius. Pour mieux protéger ces fragiles instruments, les ingénieurs ont conçu des roues en forme de spirale capables d'absorber les chocs. Elles sont faites d'une matière qui conserve sa souplesse à très basse température. Au lieu de suspension, les roues du robot disposent d'articulations semblables à celles de nos membres, ce qui lui permet de franchir des obstacles dont la hauteur excède leur diamètre. Le robot est opérationnel et les ingénieurs connaissent à présent son poids exact. À 7 mois à peine du lancement, ils doivent s'attaquer sans tarder au problème des parachutes. Ces derniers doivent pouvoir se déployer dans une atmosphère raréfiée pour freiner une capsule tombant à une vitesse supersonique. L'ingénieur responsable de cette phase du projet est Adam Stelzner. Le parachute doit s'ouvrir à environ 1600 km/h et ralentir la capsule jusqu'à à peu près 320 km/h. Le parachute comporte 2 parties bien distinctes. La partie supérieure est un disque hémisphérique de 10 mètres de diamètre. C'est lui qui doit supporter la plus grande pression. La partie inférieure est une bande qui permet de stabiliser le dispositif. Le parachute doit être absolument parfait et pour cela, il doit subir une batterie de tests. Or, il n'est pas simple de simuler la vitesse énorme à laquelle est soumise la capsule quand elle pénètre dans l'atmosphère martienne. Pour compenser le manque de vitesse, on augmente le poids. 4 tonnes, soit 4 fois le poids de la capsule. L'ensemble devra fonctionner à la perfection, sans le moindre raté, à 150 millions de kilomètres de la Terre. Le parachute lesté est largué à une altitude d'environ 1000 mètres par un hélicoptère gros porteur. C'est le premier test grandeur nature du parachute. Tout le monde est confiant, il fait beau. Au sol, les ingénieurs observent attentivement le largage et... c'est l'échec. Le parachute s'est déchiré. Il n'est pas assez solide pour fonctionner un jour sur Mars. On sent une boule dans l'estomac, tandis que le cerveau passe en revue à toute vitesse les causes possibles. Or, il est impossible d'augmenter la taille du parachute ou d'en renforcer l'armature. En effet, chaque gramme supplémentaire compte quand il s'agit d'envoyer un objet dans l'espace. En outre, le parachute doit pouvoir tenir dans un compartiment de 25 cm sur 40. On conçoit donc 3 nouveaux parachutes, avec des disques et des bandes combinant des matières et des tailles différentes. Pour gagner du temps,
ils seront testés dans la plus grande soufflerie du monde, celle du centre de recherche Ames de la NASA, dans le nord de la Californie. Ces turbines géantes sont capables de générer des vents extrêmement puissants en aspirant l'air à travers un immense tunnel. Les turbines fonctionnent à plein régime quand le nouveau parachute est lancé à l'horizontale. Mais cette fois, le parachute ne s'ouvre pas correctement. La voilure flotte à moitié fermée. Le phénomène est aussi inattendu que désastreux. Mais la cause est rapidement identifiée. Le trou au sommet de la voilure est trop grand. Le défaut est aussitôt corrigé sur place, à la main, avant de renouveler l'expérience. L'ouverture est inquiétante, mais la voilure se déploie totalement. Enfin, les chercheurs disposent d'un parachute capable de freiner la chute vertigineuse de la capsule dans une atmosphère raréfiée. En mai 2003, les robots et l'atterrisseur sont quasiment prêts pour le lancement. C'est alors qu'apparaît un nouveau problème, susceptible de compromettre toute la mission. Durant le voyage, le robot est maintenu en position grâce à un ensemble de petits verrous. Or, à quelques semaines du lancement, les ingénieurs découvrent que les charges destinées à ouvrir ces verrous pourraient ne pas fonctionner correctement. Ce sont de petites charges explosives qui permettent aux panneaux solaires ou aux bras de se déployer. Si les verrous pyrotechniques sont défaillants, la mission risque d'être annulée. En outre, la découverte de ce défaut ne peut tomber à un plus mauvais moment. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours du lancement. La fusée est sur son pas de tir. Toute la mission était en jeu. Si on n'arrivait pas à réparer, tout pouvait s'arrêter là. Une course contre la montre s'engage alors. En mai 2003, après 3 ans de préparation, le robot martien Spirit est prêt à être lancé. Mais au tout dernier moment, un dysfonctionnement peut provoquer un retard fatal. Les ingénieurs découvrent que les verrous pyrotechniques censés libérer le robot sont peut-être inopérants. Pour s'en assurer, ils doivent y regarder de plus près. Or, à ce moment, on ne peut déjà plus se permettre d'ouvrir la capsule pour vérifier. Il ne reste qu'une solution. Retrouver tous les verrous qui ont servi durant la phase de test et les contrôler. Si les anciens verrous fonctionnent tous, nul doute que ceux qui se trouvent sur le robot sont opérationnels. Kobe Boykins, ingénieur en mécanique, a participé à cette recherche des anciens verrous. Certains étaient ici en Californie, d'autres se trouvaient dans le centre spatial Kennedy en Floride. Il y avait des verrous mis au rebut dans des placards. Ils faisaient partie des premiers tests. On les avait démontés, on les avait mis dans une boîte, et la boîte dans une armoire. Le compte à rebours a commencé au moment où les techniciens vérifient des dizaines d'anciens verrous, un par un. Tous sont testés et tous fonctionnent correctement. Au moment où l'on emplit les réservoirs du 2e étage du lanceur, le dernier verrou est enfin découvert et testé. Les autorités de la NASA donnent alors leur feu vert. J'ai vraiment eu peur. Il y a eu de nombreux contretemps, souvent, très souvent. Je me suis dit qu'on n'y arriverait pas. À 3 jours du lancement, je n'étais même pas sûr qu'il aurait lieu. Enfin arrive le moment dont Steve Squyres rêvait depuis 16 ans. Le lancement des 2 sondes les plus perfectionnées que l'on ait jamais envoyées vers Mars, nommées Opportunity et Spirit. Spirit est le premier à partir. On était debout, les yeux braqués sur le lanceur, en Floride. Et je ne savais toujours pas si ça allait marcher ou si ces robots allaient mourir avant d'avoir fait leur travail. Le lancement est toujours une phase délicate. Des bijoux de technologie coûtant des millions d'euros peuvent être anéantis en un clin d'œil. On sent un mélange d'anxiété, d'impatience, d'enthousiasme, de peur. Tout est mélangé. La sonde se trouve dans la coiffe, posée au-dessus de dizaines de milliers de litres de carburant explosif. Un lanceur n'est en fait qu'une sorte de bombe contrôlée, et nul ne peut garantir que tout se déroulera comme prévu.
Le compte à rebours est dans sa phase finale et tout le monde retient son souffle. Je pense à respirer, je pense à respirer. Puis, juste au moment de l'allumage, on ressent comme un calme étrange. On se sent prêt à affronter ce qui vient. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La fusée emporte la sonde vers la planète Mars. La vitesse approche Mach 1. Vas-y, c'est bon! Je sais, ça a l'air bête. Après tout, ce n'est qu'un robot, un bout de métal. Mais on ne peut pas s'empêcher de lui souhaiter bonne chance. En plus, on les voit partir au bout de la fusée et on sait parfaitement qu'on ne le reverra plus. On se répète, j'espère que ça va marcher, j'espère que ça va marcher, et boum, ça part. C'est fantastique. Avec ce bruit de tonnerre qui roule encore et encore, comme on n'en a jamais entendu auparavant. Un mois plus tard, en compagnie de sa famille, Steve Squyres regarde la sonde Opportunity qui part rejoindre sa jumelle dans l'espace. Toutes deux entament un long et dangereux voyage vers Mars. Mais pourquoi s'intéresser autant à la planète rouge? La réponse tient en un mot, l'eau. Des sondes orbitales ont depuis longtemps révélé de très anciennes traces d'érosion à la surface de Mars. Des ravins, des rivières et peut-être même des océans. Et l'eau est un élément indispensable à l'apparition de la vie. Ces traces sont facilement reconnaissables quand on les compare à celles qui existent sur Terre. Le géologue Phil Christensen étudie les effets de l'érosion aquatique sur la surface de notre planète. Depuis un satellite en orbite, on peut voir l'ensemble de la planète, un peu comme depuis l'hélicoptère. Le relief est très différent de ce que l'on voit quand on est à la surface. Cette vue aérienne révèle clairement la façon dont l'eau a érodé le paysage que l'on peut voir de nos jours en Arizona. Le paysage de Mars ressemble beaucoup à celui-ci. Des canyons se sont formés lors de crues très rapides. Certains plus grands même que celui-ci se sont formés en l'espace de quelques jours. Sur Mars, ce genre de paysage s'est formé il y a des millions, voire des milliards d'années, et son origine fait naître bien des espoirs. Nous savons en effet que l'eau à l'état liquide est l'élément crucial ayant permis l'apparition et l'évolution de la vie sur Terre. Un phénomène semblable a-t-il pu se produire sur Mars? Si l'on y trouvait ne serait-ce que des traces anciennes de la vie la plus rudimentaire, cela voudrait dire que la vie peut apparaître n'importe où dans l'univers, pourvu qu'il y ait de l'eau. La vie pourrait exister un peu partout. En revanche, si nous n'y trouvons aucune trace de vie, cela pourrait signifier que nous sommes complètement seuls dans l'univers. Les deux sondes se poseront sur des zones qui sont sans doute d'anciens lacs. Leur mission consiste à en apprendre davantage sur la façon dont l'eau a jadis érodé les roches martiennes. Elle pourrait apporter des indices capables d'aider de futures missions à répondre à la question « Une forme de vie a-t-elle jamais existé sur Mars ?» Mais tout d'abord, les sondes doivent se rendre sur place, après un périlleux voyage de plus de 400 millions de kilomètres. Les 3 premiers mois de la mission se déroulent sans encombre. Puis, le PC reçoit des nouvelles alarmantes. Les astronomes du centre spatial ont détecté une importante perturbation d'origine solaire. Il s'agit d'un orage solaire, le plus grand que l'on ait jamais détecté jusqu'à présent, et les radiations se dirigent droit vers les sondes. Les orages solaires sont extrêmement dangereux. Ils sont capables de renvoyer des satellites sur Terre ou même de griller des réseaux électriques. Le plus gros orage solaire jamais enregistré, et il fallait que ça arrive juste au moment où nos sondes faisaient route vers Mars. On avait joué de malchance depuis le début, une vraie plaie. S'il y avait eu des nuées de sauterelles dans l'espace, nul doute qu'on y aurait eu droit aussi. Les vaisseaux qui transportent les sondes naviguent en prenant les étoiles pour point de repère. Squyres et son équipe craignent que les radiations solaires ne perturbent les instruments de navigation embarqués. Ce qui pourrait s'avérer désastreux.
Les sondes risquent en effet de dévier de leur trajectoire et de rater définitivement leur rendez-vous avec Mars. Pour résoudre le problème, l'équipe de pilotage est obligée de lancer un système de navigation de secours basé uniquement sur la position du Soleil. Or, il demeure un autre danger. Les radiations peuvent également endommager la mémoire des ordinateurs embarqués. En l'absence de toute parade, il ne reste qu'une chose à faire: attendre. Après le passage de l'orage solaire, les ingénieurs redémarrent les ordinateurs afin de mesurer l'étendue des dégâts. À leur grand soulagement, la mémoire est intacte. Les sondes ont survécu aux plus gros orages solaires jamais enregistrés. En fait, nos engins étaient beaucoup plus robustes que nous ne le pensions. Après un voyage mouvementé de presque 480 millions de kilomètres, la première sonde, Spirit, est sur le point d'aborder la phase la plus risquée de la mission, l'atterrissage. Pour y parvenir, la sonde bénéficie d'un dispositif novateur, les airbags. Ils enveloppent entièrement la capsule et amortissent l'impact au sol. Une mission précédente, Pathfinder, avait déjà utilisé une technique similaire, mais Spirit est 18 fois plus lourd que son prédécesseur. Les chercheurs ont testé sur Terre le système des airbags avant le lancement. Pour cela, ils ont précipité le dispositif sur des rochers à 75 km/h. Les airbags peuvent-ils amortir un tel choc malgré le surpoids de Spirit? Catastrophe. L'enveloppe éclate. Nous pensions vraiment que nous pouvions nous servir du même dispositif que Pathfinder sans le modifier. Malgré le manque de temps, les ingénieurs sont contraints de repenser entièrement le système. Le principe retenu s'inspire de la modeste roue de bicyclette. Nous avons fini par adopter un système à double paroi, un airbag placé dans un autre airbag. Il ne reste plus aux ingénieurs qu'à procéder à une nouvelle série d'essais. Comme précédemment, les airbags géants sont lancés contre un obstacle. Et cette fois, la double enveloppe résiste. Ça peut même être exaltant. Confrontés au stress, certaines personnes luttent en se jetant à corps perdu dans une action désordonnée. Mais si on arrive à rester calme, ça peut être une très bonne expérience. Au terme de son long voyage, Spirit se trouve à présent à moins de 10 km du sol martien. Toutes ces années de tests et de simulations sont sur le point de subir l'épreuve du feu. Le parachute s'ouvrira-t-il correctement? Les airbags résisteront-ils? Les verrous pyrotechniques libéreront-ils le robot? La négligence d'une seule personne peut transformer toute la mission en une sorte de naufrage spatial. L'entrée dans l'atmosphère et l'atterrissage constituent la phase la plus courte de la mission. Pourtant, le moindre défaut, le moindre mauvais calcul, et la mission peut tourner au désastre. La sonde pénètre dans l'atmosphère martienne à 25 fois la vitesse du son et 6 minutes plus tard, elle touche la surface. C'est un sacré plongeon. On appelle ça les 6 minutes de la mort. Le 25 janvier 2004, la sonde entre dans l'atmosphère à une vitesse 20 fois supérieure à celle d'une balle de fusil. La friction la ralentit jusqu'à 1500 km/h. Le parachute peut à présent se déployer. Mais s'est-il ouvert correctement? Dans la salle de contrôle, on attend fiévreusement que la sonde donne signe de vie. Les minutes sont interminables. Enfin, un faible signal arrive. Le caisson contenant le robot descend à présent, suspendu par un câble au-dessous de la capsule. Maintenant, les airbags peuvent être gonflés. Ils doivent résister à un impact sur des rochers à un peu moins de 100 km/h. Quelques secondes avant de toucher le sol, des rétrofusées s'allument pour amortir un peu plus le choc. Une fois de plus, on attend le signal émis par la sonde.
La sonde ne peut émettre avant sa complète immobilisation. Pendant tout le temps où elle roule et rebondit, toutes les communications radio sont coupées. On n'a plus aucun contact et on se demande vraiment si l'appareil a résisté au choc. 16 années de travail suspendues à un petit signal radio. Sur Mars, à 160 millions de kilomètres de la Terre, les jeux sont faits. Soit la sonde est intacte, soit elle s'est écrasée. Si un signal n'est pas en train de traverser en ce moment l'espace en direction de la Terre, c'est que tout est fini. Dans la salle de contrôle, c'est de nouveau le suspense insoutenable. La sonde spatiale s'est posée sur Mars après une terrible décélération, passant de 20 000 km/h à 0 en l'espace de 6 minutes. L'attente fiévreuse se poursuit dans la salle de contrôle de la NASA. Puis finalement, à 8h51, on reçoit le premier signal. Spirit est arrivé à bon port, sain et sauf. Au golfe interplanétaire, c'est un trou en un coup. Mais il reste un obstacle à surmonter avant que le rover ne puisse commencer son travail. Les fameux verrous pyrotechniques qui ont causé tant de soucis vont-ils fonctionner? Ce bijou de technologie va-t-il rester à jamais prisonnier de son enveloppe? Si tout fonctionne comme prévu, le rover déploiera de lui-même ses panneaux solaires et sa caméra panoramique. La salle de contrôle reçoit les premières images. Trois heures après l'atterrissage, les chercheurs tiennent enfin la preuve tangible que la sonde est opérationnelle. Désolé, mais je suis bouleversé. Je ne me risquerai pas à une analyse scientifique parce que, de toute ma vie, je n'ai jamais rien vu de semblable. Pour moi, c'était aussi un poids énorme, que je ne sentais plus sur mes épaules. Enfin, pour la première fois, je savais que l'engin que nous avions mis au point allait servir à quelque chose. On a pu voir Mars comme jamais personne ne l'avait vu auparavant. J'ai eu la chance de voir ces images au moment même où elles nous sont parvenues. Je n'oublierai jamais ça. Le meilleur moment de toute la mission, c'est quand j'ai été certain que les 6 roues du rover étaient sur le sol martien. Pour moi, c'est un moment inoubliable. Opportunity, la sonde jumelle de Spirit, atterrit sans encombre 3 semaines plus tard. En dépit d'énormes difficultés, Squires et son équipe ont réussi à poser sans dommage les engins les plus complexes et les plus lourds jamais envoyés sur Mars. La recherche de traces d'eau, objet principal de la mission, peut commencer. À présent, les robots doivent affronter les conditions extrêmes qui règnent sur Mars. Tempêtes de sable, rochers et cratères. Éviter tous les pièges, tel est le rôle du pilote du rover, Scott Maxwell. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Je viens tous les jours et je vois des images que jamais personne n'a vues. Et ça ressemble beaucoup à un jeu vidéo. On a une réplique du rover en 3D que l'on charge dans le programme et on n'a plus qu'à piloter. Tous les soirs, l'équipe de pilotage transmet les coordonnées des mouvements à exécuter à l'ordinateur embarqué du robot. Sur Mars, le Soleil ne peut fournir l'énergie nécessaire au rover que durant 4 heures par jour, temps pendant lequel le robot peut parcourir jusqu'à une centaine de mètres. En général, le rover n'a pas besoin de se déplacer autant. Il lui suffit de trouver une petite zone contenant des roches et un sol intéressant pour les analyser. Les caméras permettent d'éviter les obstacles, fragments de roches ou cratères. Tout en roulant, le rover prend des images et les restitue en 3D, ce qui nous aide à trouver le meilleur chemin. Après seulement 8 jours, le robot Opportunity découvre des roches à la forme étrange. Ce sont de petits galets, parfaitement ronds, que les chercheurs surnomment myrtilles. Sur Terre, les galets de ce genre ne peuvent être façonnés que par de l'eau à l'état liquide.
Leur présence suffit-elle à prouver qu'il existait jadis un lac dans cette portion de sol martien? La géologue Marjorie Chen en est persuadée. Avant même le début de la mission spatiale, elle avait affirmé que si l'eau avait un jour coulé sur Mars, la sonde y trouverait sûrement des galets de ce genre. Quand j'ai vu les premières images de ces galets, j'en ai crié de joie. Les chercheurs de la NASA sont aux anges. La mission destinée à trouver les preuves de la présence d'eau sur Mars est un succès. D'autres preuves suivront. Les robots découvrent 2 minéraux, goethite et jarosite, qui ne peuvent se former qu'au contact de l'eau. Après 4 décennies de recherche sur le sujet, les géologues tiennent enfin les preuves concrètes. L'eau a bien coulé par le passé sur la surface de Mars. Je pense que les preuves sont indéniables et plus que suffisantes pour tout le monde. Sur Terre, l'eau est synonyme de vie. Et s'il reste de l'eau à l'état liquide quelque part sur Mars, qui sait ce que les futures missions y trouveront? Mais l'eau seule ne suffit pas à engendrer la vie. Pour cela, elle doit contenir des éléments chimiques complexes, tels que les molécules carbonées. Sur Terre, la vie est apparue il y a quelques 4 millions d'années, mais depuis lors, notre planète a énormément changé. Nous ne pouvons pas remonter le temps pour étudier les conditions originelles de la vie sur Terre, mais nous pouvons les retrouver aujourd'hui, hors de notre planète. Au début des années 1980, la sonde Voyager passe près de Saturne et prend les premiers clichés précis de son principal satellite, Titan. Leur analyse révèle que l'épaisse atmosphère orangée de Titan pourrait bien contenir les précurseurs chimiques de la vie. Par certains côtés, l'atmosphère de Titan est aujourd'hui très semblable à celle de la Terre il y a environ 4 milliards d'années. Ainsi, notre système solaire renfermerait un corps céleste qui présente de nombreuses similitudes avec la Terre primitive. Or, pour nous en assurer, nous devons nous rendre sur Titan. Si atterrir sur Mars est une gageure, se poser sur Titan est une mission quasiment impossible. Titan, la grande lune de Saturne, est le seul satellite du système solaire qui possède une atmosphère de type planétaire. Or, jusqu'en 1980, nous ignorions complètement ce que contenait cette atmosphère. Lors du passage de la sonde Voyager 1 à proximité de Saturne, les chercheurs font une découverte étonnante. L'atmosphère de Titan contient des éléments organiques très semblables à ceux qui ont engendré la vie sur Terre. Est-il possible que Titan se trouve au même stade d'évolution que la Terre, il y a environ 4 milliards d'années? D'une certaine façon, aller sur Titan, c'est remonter le temps. Mais il est beaucoup plus difficile d'envoyer une sonde sur Titan que sur Mars. Le trajet Terre-Mars dure 7 mois, contre 7 ans pour aller de la Terre à Saturne. En outre, la sonde devra traverser la ceinture d'astéroïdes ainsi que les anneaux de Saturne. La sonde Cassini-Huygens, née en 1990. C'est l'un des projets les plus ambitieux jamais conçus concernant l'exploration des régions reculées de notre système solaire. La mission comporte 2 parties distinctes. La sonde orbitale Cassini, construite par la NASA et destinée à prendre des clichés rapprochés des anneaux de Saturne, et le module Huygens de l'Agence spatiale européenne qui voyagera avec l'orbiteur Cassini et se posera sur Titan. C'est la première sonde conçue pour se poser sur un objet aussi lointain. John Zarnecki, de l'Open University au Royaume-Uni, est l'un des responsables scientifiques du projet Huygens. Titan se trouve aux confins de notre système solaire. Autant dire que nous sommes un peu fous d'avoir accepté un tel projet. Dans la même équipe, un chercheur attend depuis 20 ans l'occasion de voir ce qui se cache sous les nuages oranges de Titan. Jonathan Lunin, de l'Université d'Arizona. Pour comprendre ce qui se passe vraiment sur Titan, sous son atmosphère riche en éléments organiques, il était nécessaire d'envoyer une sonde et un orbiteur. Pour les ingénieurs, construire une sonde censée se poser sur Titan constitue un défi prodigieux. L'atmosphère de Titan est si dense qu'elle occulte totalement la surface du satellite.
Il n'est donc pas possible de savoir à l'avance sur quel type de matière atterrira la sonde. John Zarnecki et son équipe fabriquent un petit capteur destiné à s'enfoncer dans le sol de Titan au moment de l'impact. Lorsque l'extrémité du capteur entrera en contact avec le sol, les données seront immédiatement envoyées vers la Terre pour être analysées. En laboratoire, les chercheurs comparent la signature électrique de surfaces de consistance et de composition diverses et les répertorient. Nous n'en avions pas la moindre idée. Nous ne savions même pas si la sonde allait flotter dans du liquide ou se poser sur une surface dure, comme par exemple de la glace. Le 15 octobre 1997, après 7 années de travail, la sonde Cassini-Huygens est lancée. Le véhicule spatial qui la transporte est énorme, de la taille d'un bus. Et la fusée est la plus puissante dont puisse disposer la NASA, un lanceur Titan 4B Centaur. Haut comme un immeuble de 22 étages, le lanceur pèse 1 millier de tonnes. À 4h45 du matin, le compte à rebours commence. À travers le monde, quelques 8000 ingénieurs et techniciens ont les yeux braqués sur le pas de tir. La précédente sonde européenne, baptisée Cluster, a été détruite peu après le décollage. Et 650 millions d'euros sont partis en fumée avec les rêves de centaines de chercheurs. Les équipes de Cassini-Huygens attendent en croisant les doigts. Le professeur Marty Tomasco, de l'Université d'Arizona, a conçu la caméra qui prendra les premiers clichés de la surface de Titan. Ce n'était que le 4e lancement d'une fusée Titan 4 pour une mission spatiale civile. Et je crois que la précédente avait explosé sur le pas de tir. J'étais très angoissé au moment du lancement de Cassini. Il y a tant d'exemples de chercheurs ayant perdu tout leur matériel et des années d'efforts lors de l'explosion d'un lanceur. 5, 4, 3, 2, 1. Départ de la mission Cassini-Huygens en direction de Saturne. À l'heure prévue, la fusée décolle. Le lancement se déroule à la perfection. À l'abri dans la coiffe, la sonde Cassini-Huygens entame un périple vers Saturne qui va durer 7 ans. L'engin spatial utilisera la force gravitationnelle de Vénus, de la Terre et de Jupiter pour parvenir à destination. Quand le vaisseau s'approche d'une planète, la gravité de cette dernière le propulse en lui imprimant une accélération. Le responsable de la navigation de la mission Cassini-Huygens est David Doody. Quand un vaisseau s'approche de Jupiter, par exemple, l'attraction exercée par la planète agit comme une fronde et accélère le vaisseau. De nombreux dangers guettent la sonde dans l'espace interplanétaire. Des gros dégâts peuvent être produits par des micro-astéroïdes, à peine des grains de sable, mais qui se déplacent à des milliers de kilomètres/heure. Les splendides anneaux de Saturne peuvent devenir un obstacle fatal. La plus grosse sonde jamais construite doit à présent traverser une zone où abondent les débris de roches et de glace avant d'atteindre Titan. Au terme d'un voyage de 7 ans, le module Huygens sera en mesure de devenir la première sonde à se poser sur un corps céleste situé aux confins du système solaire. Pour que le succès de la mission soit complet, Huygens doit transmettre ses données depuis la surface de Titan jusqu'à la sonde orbitale. Ensuite, Cassini, servant de relais, enverra ces données vers la Terre. Si le système de communication est défectueux, la mission Huygens sera un échec. Les ingénieurs décident alors de tester l'antenne de Cassini avant que les sondes n'arrivent sur Titan.
Depuis la Terre, des signaux sont envoyés en direction de Cassini grâce à un radiotélescope géant. Hélas, les signaux qu'ils perçoivent en réponse sont complètement brouillés. Le coûteux récepteur radio de Cassini est défectueux. On était anéantis. À ce stade, tout indiquait que la mission Huygens allait se solder par un échec total. S'il ne peut transmettre les données recueillies, le module Huygens ne sert strictement à rien. C'était désespérant. Tous ces appareils sophistiqués à bord de Huygens allaient recueillir de précieuses données en pure perte. On ne verrait jamais de belles images des rivières et des lacs de Titan. Rien du tout. Le seul élément qui peut jouer en faveur des chercheurs est le temps. En effet, les sondes n'atteindront Saturne que dans 3 ans. Sachant que c'est le récepteur de Cassini qui est défectueux, les ingénieurs disposent de 3 ans pour chercher une parade. Et ils finissent par la trouver. Ils calculent que s'ils modifient l'orbite de Cassini, sa vitesse par rapport à Huygens sera plus constante, ce qui permettra à la première de mieux recevoir les signaux émis par la seconde et de les renvoyer vers la Terre. Les modifications de trajectoire sont transmises à Cassini à des millions de kilomètres de la Terre. Théoriquement, le défaut doit être corrigé, mais ils n'en seront sûrs que 3 ans plus tard. Malgré toutes les précautions, des erreurs humaines peuvent parfois passer à travers les mailles du filet. Mais avant de vérifier que leur système de communication fonctionne, Cassini et Huygens doivent franchir un dernier obstacle. Les anneaux de Saturne se profilent à l'horizon. Ces anneaux sont composés de milliards de fragments de roches et de glace en orbite, et dont la taille va de celle d'un grain de sable à celle d'une maison. La masse de Saturne est 95 fois supérieure à celle de la Terre, et son énorme champ gravitationnel capture tous les objets proches qui finissent par se fondre dans ces anneaux. Les anneaux forment une bande large de quelques 250 000 km tournant autour de Saturne. En revanche, ils sont très minces. Leur épaisseur n'excède pas 800 mètres. Pour atteindre Titan, Cassini-Huygens va devoir passer dans un intervalle entre les anneaux F et G en se servant de sa grande antenne comme d'un bouclier. La moindre erreur de trajectoire peut provoquer une collision fatale pour la sonde. Le 30 juin 2004, la traversée de la zone annulaire est imminente. Des carrières professionnelles et des budgets énormes vont se jouer à cet instant. En salle de contrôle, commence une attente angoissée. Comme prévu, Cassini pivote pour présenter son antenne dans le bon sens. Sur Terre, les chercheurs guettent le signe prouvant que l'engin est encore opérationnel. 19 minutes plus tard, le signal de la sonde leur parvient enfin. Cassini vient de franchir les anneaux. La sonde poursuit sa route, mais pas complètement intacte. La sonde a reçu environ 500 000 impacts en traversant la zone annulaire. Heureusement, il ne s'agissait que de microparticules. Malgré les impacts, Cassini continue de fonctionner correctement. À présent, il est temps de procéder au largage de Huygens au-dessus de Titan. Le 14 janvier 2005, Huygens se positionne pour pénétrer dans l'atmosphère épaisse de Titan. À son bord, une caméra prendra les premiers clichés du mystérieux satellite. Pour nombre d'entre nous, cet instant représentait l'aboutissement de plus de 15 ans de travail. Le succès ou l'échec allait se jouer en l'espace de quelques heures. Pendant des années, j'ai fait des cauchemars où la sonde Huygens tombait en panne et ne parvenait pas à nous transmettre la moindre donnée. Contrairement aux sondes martiennes, Huygens ne possède pas un système d'airbag et ne peut compter que sur l'efficacité de ses parachutes. Au nombre de 3, ils devront donner à la sonde le temps de prendre un maximum de clichés sous la couche de nuages.
À l'entrée de l'atmosphère, le frottement est intense. Les chercheurs devront attendre 4 heures avant de savoir que Huygens a touché la surface de Titan. De manière tout à fait inattendue, l'un des télescopes qui suivent la sonde capte un signal provenant directement de Huygens, 1 heure à peine après son atterrissage, soit 3 heures avant que Cassini ne soit en mesure de relayer ces signaux. Le signal capté par le télescope est extrêmement faible, mais il prouve que Huygens a touché la surface sans grand dommage. Le signal était d'une faiblesse incroyable, comparable à celui d'un téléphone portable placé sur la Lune. Huygens est intact et capable d'émettre directement depuis Titan. Aucune autre sonde ne s'est jamais posée sur un corps céleste aussi lointain. Huygens a survécu à l'atterrissage, mais les signaux relayés par Cassini se font attendre. Je m'étais préparé à ça depuis des années, parce qu'on n'est jamais sûr que tout va se dérouler comme prévu et qu'on va recevoir les signaux. Je m'étais donc protégé émotionnellement au cas où ça ne marcherait pas. 3 heures plus tard, et 7 longues minutes après l'heure prévue, Cassini commence à transmettre les données en provenance de Titan. Et les clichés de la surface ont commencé à apparaître sur nos écrans, un par seconde. C'était les premières images de Titan que des êtres humains aient jamais vues. C'était merveilleux. Il y a eu des cris de joie ininterrompus pendant au moins 2 minutes. Les premières images sont celles que Huygens parvient à prendre pendant sa descente. Le paysage ressemble à celui de certaines régions de la Terre. La résolution est inférieure à celle de photos prises avec un téléphone portable, mais elles suffisent à révéler un paysage de type rocheux, avec quelques particularités. Nous sommes certains qu'il s'agit d'un genre de sable ou de gravier, à ceci près qu'il n'est pas d'origine rocheuse, comme sur Terre. Il est essentiellement composé de cristaux de glace. Depuis l'espace, les caméras à infrarouge de Cassini révèlent que Titan a connu une activité tectonique comparable à celle de la Terre, avec des coulées de lave et même des volcans. Cassini continuera à recueillir des données jusqu'en 2008 au moins. D'ici là, les chercheurs auront le temps de se faire une idée précise de ce monde étrange, riche en éléments qui ont engendré la vie sur Terre il y a 4 milliards d'années. Les missions vers Mars et Titan nous aident à mieux comprendre la façon dont notre système solaire s'est formé. Et l'exploration se poursuit. La NASA étudie la possibilité d'envoyer sur Mars une mission capable d'en rapporter des échantillons. Il existe également un projet prévoyant de déployer un genre de dirigeable dans l'atmosphère de Titan pour en survoler la surface en recueillant des données. Cassini-Huygens, Spirit et Opportunity sont à la pointe des techniques et des connaissances scientifiques humaines. Grâce à ces engins, nous avons pu lever le voile sur des réalités qui, autrement, seraient demeurées des mystères à jamais. Je pense que l'exploration spatiale est un succès pour tout le genre humain. Elle a permis d'élargir considérablement la vision que nous avons de nous-mêmes et de notre propre planète. Et là où des sondes peuvent aller aujourd'hui, des hommes iront peut-être demain. Notre mission, je l'espère, servira également à créer une émulation chez les chercheurs de la prochaine génération. Ils auront peut-être vu nos images à la télévision ou sur Internet et se seront dit « C'est bien, mais je parie que je peux faire mieux. » Or, quels que soient les projets du futur, où que les hommes posent un jour le pied, une chose est sûre. Les sondes les précéderont, elles leur serviront d'éclaireurs dans l'espace, et nous apporterons peut-être, un jour, la preuve irréfutable
que nous ne sommes pas seuls dans l'univers.